Je déteste les CRS. Non mais les gens ils croient qu'ils sont libres. Dans ce pays, t'as le droit de t'exprimer tant que t'es d'accord avec moi. Tu manifestes et bam, un grand coup de flashball dans la gueule. Mais c'est la démocratie, hein. Ah si, les gens ils ont lutté pour ça, ils y croient, hein. Tiens, c'est quoi pour toi la démocratie? Vas-y. Bah, tu vois, tu sais pas. Eh bien, je vais te le dire. Ou plutôt, je vais te dire ce qu'on te vend comme démocratie. Tout le monde croit que la démocratie, c'est le vote. Tiens, hé, t'es d'accord, toi? La démocratie, c'est le vote. Je sais rien, moi. Non, mais les votes, c'est démocratique ou pas? Le vote, ça sert à rien. À rien? À rien, putain! Mais putain, il y a plein de pays où tu peux pas voter, connard, alors ferme ta gueule! Hein? Bon, c'est vrai que le vote, c'est pas réellement démocratique. Ouais, c'est vrai, quoi. C'est tout? Mais si t'es pas content, t'as qu'à changer de crèmerie. Tu vois? C'est ça le vote! T'as compris? La vraie démocratie, c'est d'être en cuisine. C'est pas juste de choisir les ingrédients ensemble. Non! C'est les imaginer ensemble. Mais on vote pour qui? Ça aussi, c'est pareil. On vote pour des représentants, des élus. Et les élus, c'est la démocratie. T'es d'accord? Bah oui, c'est super. Bah non, putain! T'as l'impression que le peuple possède le pouvoir en redonnant le pouvoir à une bande de tarés assoiffés de pouvoir? Oui, enfin, quand même. Bah, tes élus, quand ils veulent une loi, et toi t'en veux pas, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as bien senti, la démocratie, là? Tu l'as bien senti? Et une démocratie qui fait mal, c'est quoi? Hein? Prêt? Prêt. Top chrono. Je suis tantôt une forme, tantôt un régime, mais pas de banane. Une république bananière. Non. Top. Je suis la forme qui permet de prendre des décisions quand on est très ou trop nombreux pour décider. J'ai été expérimenté de la façon la plus aboutie par la piraterie du XVIIIe siècle. La tyrannie. Répétez. La tyrannie. Et non, ce n'est pas la tyrannie. Top. Je fus maintes et maintes fois remise en cause. J'ai toujours continué à séduire, mais aussi à déplaire, et cela de plus en plus au cours de l'histoire. Difficilement mise en place en France par le peuple, c'est finalement la classe bourgeoise qui... Plutocratie. Top. Je suis un système de rapports établi à l'intérieur d'institutions complexes et hiérarchisées. On lui préférera, notamment en France, l'omnipotence de l'homme providentiel. Je suis... Dictature. Je suis... Dictature. Je suis...
citoyens, citoyennes, devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître ce monarque. Et plus fort encore, je vais le faire réapparaître. Et voilà. On n'est toujours pas en démocratie. Mais alors on est dans quoi? Pourtant, c'est pas si difficile de se réunir et de prendre des décisions ensemble. Alors pourquoi on laisse faire ça? Eh ben je vais te le dire. Ce qui risque peut-être d'empêcher de croire à une telle égalité entre les hommes, c'est seulement la vaine conception que chacun se fait de sa propre sagesse. Oui, bien sûr. Presque tous pensant en être dotés à un plus haut point que le vulgaire, entendez par là que tous les autres hommes, à l'exception d'eux-mêmes et d'un petit nombre d'autres auxquels ils accordent leur approbation à cause de leur renommée ou parce qu'il y a convergence entre les vues de ces hommes et les leurs, car telle est la nature des hommes que quelque supériorité qu'ils puissent reconnaître à beaucoup d'autres dans le domaine de l'esprit, de l'éloquence ou des connaissances, néanmoins, ils auront du mal à croire qu'il existe beaucoup de gens aussi sages qu'eux-mêmes. Mais oui. Eh oui. Parce qu'on se croit meilleur que l'autre, que nos semblables. Tiens, toi là. Mais non, toi là. Bon, nous deux par exemple, on s'est réparti les tâches. Moi je prends les décisions, et toi tu les filmes. Y a pas de problème. Moi aussi, hein. Comment? Moi aussi, je pourrais le faire. Faire quoi? Je fais les cas, hein, c'est important. Les quoi? Les quoi, tu fais quoi, putain? Tu fais rien du tout, putain, connard! Voilà. Là. Alors c'est vrai que l'orgueil, ça nous aide pas, non, ça c'est sûr. Pourquoi on se soulève pas, hein? On se soumet, on reste servile. Pourquoi?
La Boétie. À force de soumission répétée, on a entièrement perdu l'habitude de la liberté. Bah oui. D'où ça vient qu'on est soumis? On est ce qu'on mange. Et où commence-t-on à manger? Mais oui, bordel! La famille! Oui, absolument. Vous savez qu'Olivier Besancenot, il a signé un appel qui a été suivi par une douzaine de partis politiques de gauche pour demander justement aux Français de descendre dans la rue pour ne pas que le gouvernement transforme la SNCF, qui est un service public, en entreprise du CAC 40. C'est ce qui était inscrit dans cet appel. Vous ne l'avez pas signé, Nathalie Arthaud. Parce que la mobilisation, elle ne dépend pas de signatures de différents partis, de tractation d'appareils. La mobilisation et la réussite de ce mouvement, du fait que les travailleurs le nombre qu'ils réalisent qu'ils sont tous attaqués. Les retraités, aujourd'hui ce sont les cheminots qui sont au pied du mur, mais après demain c'est la fonction publique. C'est une attaque générale contre les retraites. Donc c'est cette conscience-là qui doit émerger. Et ça ne va pas dépendre, encore une fois, de signatures d'appareils. Pour autant, il y a de très nombreux responsables politiques de gauche qui sont aujourd'hui dans ce cortège. Le but, c'est quoi pour cette journée de mobilisation? C'est d'en faire une sorte de printemps social pour Emmanuel Macron? Ça l'a d'ailleurs toujours été, on n'a pas eu besoin de ça. L'idéologie du pouvoir maquille la violence en lui donnant un caractère faussement légitime. Oh oh! La communication est mue par un désir d'émancipation s'opposant à la domination. Habermas critique l'idéologie en tant qu'elle peut être le produit d'une fausse légitimation, le produit de consensus pathologiquement extorqué. Un véritable consensus doit être fondé sur la raison communicationnelle, sur des arguments discutés, donc sur le langage. Allez. Il est bon ton cassoulet, ma chérie. À la télé, ils ont dit que les cheminots, c'est des preneurs d'otages. Mais non, ils font juste la grève, mon chéri. Ta mère a raison. C'est des terroristes. C'est comme Daesh. Si je peux me permettre, papa, mon prof de philo... S'il te plaît. On est en train de parler sérieusement, ta mère et moi. Et puis la philo, ma chérie, ça sert à rien. On parlait de quoi déjà? Philosophie, terrorisme, cassoulet? J'aime le cassoulet et j'aime aussi le tagine. Moi, j'ai fait philo jusqu'en terminale. À la télé, ils ont dit que... Spinoza. Moins qu'aucun autre département de la vie humaine, la politique n'échappe à la condition de la servitude passionnelle. Les idées sont formées par l'esprit dans le même mouvement où le corps est affecté. Les idées sont l'un des effets simultanés de ce qui advient au corps-esprit, et l'idéation n'est nullement affranchie des affects. Mais elle n'a aucun pouvoir de mettre le corps en mouvement.
monsieur Lin, c'était démocratie. Désolé encore. Merci. Le jackpot est de 4 725 €. Et voilà. Bonjour William. Ouais. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Alors par contre, il faut que tu coupes mon stream parce que sinon tu vas m'entendre. Oui. Hop. Voilà. Voilà. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court-métrage qui était très intéressant, très instructif et très amusant. Ouais. Alors du coup, petite question d'introduction. Jack Line, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, Line, en fait, c'est Jacqueline. D'accord. Oui, parce que ça fait Jacqueline, du coup. Ok, oui, c'est moi qui suis sur l'anglisation. Ah non, tout va bien, c'est fait exprès, hein. Il y a aussi un petit côté japonisant, en tout cas asiatique, voulu, hein. C'était pas une ambiguïté et de rigueur dans ce film, de toute façon. D'accord. Alors, c'est né, tu me demandais d'où c'est né? Oh, bah, c'est né à la base d'un travail qu'on voulait faire en co-réalisation avec Stéphanès, ça s'appelle Stéphanès. D'accord. En tout cas, à base d'improvisation au début, c'est parti de ça. Et donc le premier opus qui est visible sur YouTube, il est totalement écrit à base d'improvisation et après a été complètement recompilé et réécrit à base des improvisations et finalement rescénarisé totalement et storyboardé complètement, etc. Et le deuxième, du coup, s'est enchaîné de façon plus construite. Voilà. Ok, très bien. Je fais juste un petit écart. Merci beaucoup pour le raid, Guillaume, et bienvenue à tous les nouveaux viewers dans le chat. Et merci beaucoup pour le sub. Je reprends du coup donc juste pour information, nous sommes avec William Prung qui nous présente Jacqueline, du coup. Un court-métrage qu'on vient de regarder. Si vous voulez le revoir, vu que vous venez d'arriver, je vous mets les liens dans le chat. Hop, voilà. Et donc, ok, merci beaucoup en tout cas pour cette explication de ce que c'est Jacqueline. Alors justement, j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'on voit beaucoup de travail d'esthétique, de scénario, de réalisation. Il y a vraiment un gros travail qui se ressent dans plein d'aspects, hein, notamment au niveau du montage. Il y a des changements de format, il y a de l'interaction avec le quatrième mur, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve ça très bien fait, vraiment. Je trouve que ça amène beaucoup dans la dynamique. Normalement je fais pas trop de reviews comme ça, mais là je trouve que c'est vraiment opportun de le dire. Donc moi j'ai quelques petites questions. Donc tu as tourné, je crois que tu es de Paris, donc je pense que tu as tourné à Paris dans des lieux publics et je crois qu'il y a aussi du studio, si j'ai bien remarqué, notamment pour par exemple tout le truc avec la famille et le jeu télévisé. Ça, j'ai l'impression que c'est fait en studio. Est-ce que tu peux nous dire un peu si ça a été fait vraiment en studio? Et aussi du coup, est-ce que tu as demandé des autorisations pour tourner dans la rue? Et est-ce que tu as payé le studio? S'il y a un studio. Beaucoup de questions. Ok. Oh bah, ça va être très simple. Comment dire tu me demandais au début, la rue. Alors, c'est pas tourné à Paris, hein. C'est tourné en région parisienne. D'accord. Une différence ici entre Paris et la région parisienne. Donc, c'est tourné en banlieue sud, autour de Ivry-sur-Seine, Alfortville, Vitry. Voilà, on est vraiment au sud de Paris, en dessous de Paris, quoi. Mhm. Alors, pour tous les extérieurs rue, tout ce qui est rue,
absolument aucune autorisation. Parce que si on avait demandé l'autorisation, on en serait encore à essayer de tourner. Surtout, t'imagines bien la première séquence là, qui est après le générique, où on me voit devant quelques petites bagnoles de CRS et de gendarmes. Bon, même si c'est en noir et blanc, je pense qu'on reconnaît à peu près. Au début, là, on est vraiment tout près du tribunal de justice à Paris. Quand D'accord. c'est Ok. tourné à Paris d'ailleurs. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que du coup il y a eu un studio qui a été loué ou comment c'était pour les scènes qui sont vraiment très dans des Alors, décors blancs? voilà, pour la scène de la famille, euh, on a payé, comment dire, en nature. On a payé en nature. J'ai longtemps cherché. Au début, on devait le tourner dans un squat, un grand squat, donc je voulais vraiment un plan large, très large. Mhm. Bon, pas eu ça au final, c'était compliqué. Il n'y avait pas d'électricité dans le squat où on voulait aller, c'était compliqué. Du coup, effectivement, c'est un studio, un petit studio de d'eau. Et en fait, j'ai demandé à la personne un échange. On lui repeint intégralement le studio. Voilà. On lui a repeint évidemment en blanc photo, quoi, en blanc studio photo intégralement. Ok. Donc ça nous a pas coûté un rond. Oui, Ça, bah ça nous a coûté, ça nous a coûté la peinture, quoi. La c'est un peinture. bon deal. Un peu Ouais, de c'est un bon deal, main-d'œuvre ouais. contre un lieu de tournage. On n'avait pas encore eu le cas, je crois, dans Talk Short, donc c'est vraiment intéressant d'avoir un peu cette. Ah là là, comment on dit? Cette entraide qui se fait. C'est plutôt Ah, cool. tu me permettre une parenthèse, la production en soi, c'est ça. Production, ce n'est pas, c'est ça, hein, c'est trouver des combines, c'est pas le mot, mais trouver des arrangements pour pouvoir tourner dans les meilleures conditions possibles, tout simplement. C'est pas seulement de l'argent, on va dire. Voilà. Oui, bah justement, c'est ça qui est très intéressant aussi, qu'on aime bien avoir. Parce que, bah, du coup, pour te réexpliquer un peu, ici, on parle de production, mais on parle pas forcément de grosses productions. Moi, je fais cette émission pour montrer comment est-ce qu'on peut faire du court-métrage et comment on peut s'en sortir même sans sous, ou à quoi on peut arriver quand on a de l'argent, ou comment faire pour trouver cet argent. Donc, c'est vraiment intéressant aussi que toi, tu ramènes un peu cette idée d'entraide et de, bah, justement, le fait de dire juste, bah, on va repeindre ton studio, puis en échange, on tourne là. C'est vraiment bien, tu vois, c'est vraiment le truc de dire, bah voilà, si vous faites des arrangements comme ça, vous pouvez tourner dans des lieux qui sont censés être super chers. On a eu justement plutôt Guillaume qui est donc dans la pub et qui nous a dit qu'un petit studio, c'était 700 € la journée. Donc contre un coup de peinture, t'as récupéré 700 € quoi. Donc on va dire dans le coût. Donc c'est quand même très 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 sympa de voir ça comme ça. Alors du coup j'ai d'autres questions là-dessus, donc je vais reprendre un peu. Je disais que tout à l'heure qu'il y avait un gros travail d'esthétique. Tu nous as dit que le premier Jackline était un peu plus sur l'improvisation et que vous avez un peu plus travaillé sur le deuxième au niveau scénaristique, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus scénaristique pour avoir toutes ces scénettes? Est-ce que c'était sur quoi vous êtes basé en fait au départ pour arriver à toutes ces scénettes? Ah ouais. Ah ouais, ouais, comment on a mis ça en ordre? Ouais, ouais, ça c'est compliqué. Alors déjà, quand on parle d'ordre des scénettes, c'est un ordre tout à fait subjectif, hein, parce que je pense que logique, la logique du film, la logique de Jacqueline, évidemment, hein, c'est pas la logique de William ou de Stéphane, hein, les réalisateurs. C'est une logique d'un personnage un peu absurde, on a remarqué, un peu carré, un peu spécial, un peu haut en couleur, et qui a sa propre logique. Et du coup, le montage rend compte de la logique du personnage. Alors après, l'enchaînement, il est quand même. On a essayé de le rendre. On a essayé de le rendre. Je mets des gros guillemets à relativement pédagogique, si je puis dire, mais avec des énormes ellipses. Donc du coup, le scénario s'est écrit, on va dire, en partant d'un raisonnement démonstratif, pseudo-démonstratif, un peu scientifico-philosophique. Et pour donner une sorte de lien quand même à l'effort de pensée de notre amie Jacqueline. Et après le reste des décors, comment c'est pensé. Bah, alors après pour le coup c'est pensé une fois qu'on écrit les monologues ou les dialogues comment dire les séquences de tests, tout ça. Après les décors on les trouve, on les dessine, on les imagine ensemble.
à deux, et là, on les imagine pas forcément dans un cadre où ça épouse, où ça illustre ce que la personne elle dit, Jacqueline dit, mais des fois en contraposé, en paradoxe, tu vois, il y a une séquence, peut-être là moins, mais on pourrait très bien le voir manger un morceau de pain et discuter de philosophie, tu vois. Des choses qui sont très simples à la fois et des choses qui sont plus complexes. Par exemple, la séquence où il est sur le pont, là, on avait vraiment envie de se faire plaisir, hein, c'est clair. Donc on a une référence au film noir des 70 américain. On est clairement dans quelque chose qui peut être aussi du Belmondo. Donc là, on se fait plaisir parce que là, on avait envie de faire un deuxième générique pour introduire la deuxième partie du film. Voilà. Compliqué, quoi. Oui, alors attends. Un petit souci de terme félin. Ok, super. Donc il y a beaucoup de travail sur le montage. Tu nous as dit que tout était un peu de l'arrangement et des arrangements entre toi, les équipes, tout ça. Est-ce que vous aviez un monteur qui était rémunéré ou est-ce que c'est encore un arrangement de vous connaissiez un monteur qui a bien voulu travailler là-dessus? Est-ce que par exemple ça peut être vous qui avez fait le montage? Ah non, c'est nous. Il est hors de question que je donne le montage à quelqu'un d'autre, hein. C'est à moi-même et que personne. Je veux dire, pour moi, le cinéma, c'est du montage, hein. Donc, si je commence à donner mes images à quelqu'un, ça serait pour moi quelque chose d'éminemment malhonnête envers envers les spectateurs, quoi, envers le public. Non, non, pour moi, le montage, c'est le film, hein. Enfin, je veux dire, quand je dis c'est le film, c'est mon langage, c'est ma grammaire. Voilà. Et c'est tout ce que je veux dire. Enfin, voilà. Bref. Donc, Oui, du coup, oui, je non, vois. non, on l'a monté nous-mêmes. On l'a monté nous-mêmes. On a tout monté D'accord. nous-mêmes. Ouais, ouais. On a monté ça en un mois. Ah oui. Bon, ça va, en vrai, pour 15 minutes, c'est quand même une période assez courte. Euh, Ouais, on se du coup, voyait tous les jours. Ouais. oui. C'est vrai que je t'ai pas demandé ce que toi tu faisais dans la vie, parce que du coup, si tu as fait ton montage, que tu as fait la réal, que tu joues dedans, je crois, ça veut dire que tu es quand même assez couteau suisse. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu as fait la fac? Est-ce que tu pas du tout travaillé dans le ciné et tu es autodidacte? Non, 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 si, oui, alors moi, à la base, je suis comédien. Euh, moi, j'étais prof, maintenant je suis comédien. J'ai fait une formation à l'ESSAD, l'École supérieure d'art dramatique de Paris, qui est une école assez complète. Et effectivement, on a eu aussi des cours, notamment de cinéma, mais pas seulement d'actoring. On a aussi des cours pour essayer de comprendre ce que c'est que la mise en scène au cinéma. Mais j'ai envie de dire que mon école, c'est pas ça. En toute modestie, mon école, c'est le cinéma. Donc, mon école, c'est les 15 milliards de films que j'ai dû voir. Et j'ai envie de dire que mon école de cinéma, c'est le cinéma des années 70, quoi. Voilà. Et sinon, bah, j'ai appris. Après, comment j'ai appris? Pour le jeu, bah, du coup, j'ai appris. Et pour le montage, bah, j'ai appris, comment dire, j'ai une vision du monde assez rythmique, assez musicale. C'est difficile, hein. J'essaie de l'inscrire dans le film, quoi, via les outils que propose les logiciels, quoi. Là, c'est monté sous Première. Là, je suis en train de me mettre à DaVinci maintenant. Ah, j'ai oublié, je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est Je sais ça, plus. c'est bien ça. Alors moi, tu m'as dit que ton film, je crois que l'opus 2 avait été sélectionné au Festival intergalactique de Brest, si je me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as fait ta recherche de diffusion? Parce que c'est un format qui est quand même assez spécial dans le sens où c'est à la fois de la fiction, mais en même temps c'est de la fiction qui est un peu engagée, éducative. Dans quel style de festival est-ce que tu peux proposer ce court-métrage et nous expliquer un peu, bah, du coup, c'est quoi le Festival intergalactique de Brest? Parce que moi je connais pas. Alors, toi, tu es d'où, Luce? Moi je suis pas très loin de Brest. Donc de Voilà. base je suis Ah, c'est lilloise marrant, et non, j'habite je en connais pas. Bretagne depuis pas longtemps. Ok. Non, c'est intéressant. Il y a deux gros festivals à Brest. Donc, évidemment, il y a le Festival de Brest, Mhm. Festival international de Brest. Donc, Oui. celui-là, je pense que tu le connais. Oui, celui-là je connais. Voilà. Et il y a l'autre festival, le gros festival underground de Brest, qui s'appelle le Festival intergalactique de l'image alternative, qui est en fait super intéressant parce qu'il occupe toute la région brestoise avec d'autres zones, pas seulement in Brest, quoi, aussi à d'autres petits Mhm. villages autour, avec différents lieux de visionnage.
et qui a beaucoup moins de subventions, qui ouvre à beaucoup plus de styles de cinéma, documentaire notamment, mais pas seulement, de fiction, expérimentale, etc. Et qui tous les ans font une thématique. Voilà, il y a une thématique. Et du coup, comment je le défends? Ah oui, alors il se trouve que malheureusement ce deuxième opus a eu un énorme problème, c'est qu'il y a eu, il était terminé juste 3 mois avant le Covid. Après c'était terminé pour la diffusion, il a été sorti. Alors que le premier était beaucoup plus diffusé. Il a eu un prix au Festival d'Angoulême, le premier, je parle du premier. Mais là, le Covid a tout tué pour ce deuxième. J'ai même pas eu comment dire, la possibilité en 2 ans de vraiment le donner. Et dernière chose, et je finis. La dernière chose, c'est que ce genre de film-là, effectivement, c'est éminemment en France très compliqué de le diffuser pour les 2 raisons que j'ai découvertes au bout de 2 ans. Les 2 raisons, elles sont simples. C'est que soit c'est du cinéma politique et engagé, et à ce moment-là, du coup, il pourrait être accepté par tous les festivals engagés, il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils vont me répondre, bah, c'est le cinéma. Mhm. Nous, on veut plutôt du documentaire engagé. C'est aussi le cinéma. Je veux dire, quand je dis c'est le cinéma, il y a aussi une esthétique de cinéma. Oui, oui. Et quand je vais le présenter à des festivals qui sont dans du cinéma, ils vont me dire, ah ouais, mais c'est engagé. Donc en fait, il est, comme disait tout à l'heure le monsieur de la pub, il est coincé entre 2 chaises et la France n'aime pas les choses coincées entre 2 chaises. Oui. Il faut respecter la norme. Et bon, ce film est absolument hors norme. Mais il n'est pas non plus accepté par les festivals hors normes parce que justement, il est peut-être dans 2 normes qui ne plaisent pas, je pense. Il faut faire rire un petit peu politiquement, mais pas trop, je pense. Donc on aurait pu carrément être diffusé à des choses comme le festival Fifi Groot hein, dans le sud à Toulouse, qui est un peu du style Canal+, là tu vois, les blagues Canal+, comment ça s'appelle, Jules Doirmousti, tous ces trucs-là, mais non, 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 non. Mais je pense qu'en fait, je sais pas. Et donc en fait, dans les 2 cas, on est trop dans l'un ou dans l'autre. Voilà. D'accord. Ben alors moi, petite accolade, bah, ça me fait penser beaucoup à, je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube Les Amis des Lobbies, qui fait un peu le même genre. Donc je sais pas du tout si tu connais. Je note. Non, non, je connais pas. Alors en fait c'est une chaîne YouTube, donc c'est pareil, c'est des personnages qui vont parler assez crûment de sujets politiques et engagés et qui sont assez comme toi, qui vont utiliser des personnages forts et qui vont être dans des situations pour t'expliquer des choses engagées, mais eux ils le font, en fait les personnages, il y a une scientifique et un lobbyiste qui va dire ah mais c'est trop bien de faire ça comme ça, et qui explique vraiment en fait du point de vue des lobbies, mais crûment et de façon assez méchante pour qu'on comprenne que les choses sont pas bien faites. Donc c'est une chaîne qui est sur YouTube et qui ont eu, je sais qu'ils ont eu l'aide du CNC Talent. Donc après je sais pas si toi ça peut t'intéresser, mais je pense que ton format, ça peut être un format qui peut passer dans les aides. Je ne sais pas du tout si tu as envie de passer dans ce type de production, mais je sais que le CNC Talent, ils peuvent aider ce genre de programme si tu comptes faire d'autres opus. Je sais pas du tout si tu connais un peu tout ça. Oui, oui. Écoute, nous, on n'a pas cherché à produire ces 2 premiers opus parce que le premier, dans le deuxième, déjà, on voit une bite, on voit des seins, on fait quoi d'autre de lui, hein, on montre un anus, machin. Bon, tout ça, je vois pas comment on aurait pu être financé par une quelconque prod et encore moins par l'État, alors le CNC. Ça voudrait dire que oui, il faudrait qu'on rabaisse nos idées esthétiquement ou voilà. Je pense que si demander de l'argent, ça veut dire des compromis. Alors, évidemment, c'est une question que je me pose souvent. Mais là, je vais pas aller vers ça pour les prochains. Je vais aller vers d'autres choses de toute façon, qui sont davantage de l'ordre fictionnel, qui D'accord. seront tout aussi trash, mais on ne pourra pas m'opposer le fait que c'est pas fictionnel. Oui, bah oui, comme tu disais Alors, que tu étais un peu trop évidemment, entre les deux. mais je veux dire, de toute façon, voilà, le premier, il y avait aussi des problèmes parce que le premier, il y avait une scène où on tape des chats, mais c'est des faux chats, mais bon, ça fait peur aux gens. Voilà, voilà. Mais, non, mais en tout cas, oui, bien sûr, hein, mais je m'y risquerais pas. C'est un talent, franchement, je vois pas comment il pourrait. Je vois pas, non. Alors après, il pourrait. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'était quand même. Faut se limiter, quoi. Faut se limiter tout de suite.
Oui, si je faisais que parler à l'écran, je pourrais avoir des aides. Oui, oui. Non, mais du coup, là, c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que du coup, ça nous explique pourquoi est-ce que tu fais le choix de l'autoproduction. C'est vraiment pour avoir cette liberté d'être trash, de montrer des choses à l'écran. D'ailleurs, moi, je ne savais pas qu'on voyait des parties finitales à l'écran, donc je ne sais pas si Twitch va me strike. J'espère pas. Normalement, ça devrait passer, mais bon, on verra. Bah là, on voit une bite à la fin. On voit une bite à la fin, quand même, tu vois. Oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai déjà eu un court-métrage où on voyait des seins et j'ai pas été strike, donc on sait pas. Comme je suis une petite chaîne, ça peut passer encore pour l'instant. Après, sur YouTube, je sais pas si ça passera, mais au pire, bah tant pis, ce sera comme ça. Sur YouTube, le film est sur YouTube, hein, il passe. Hein. Bah oui, c'est pour ça, donc je me dis normalement ça devrait aller très bien. Bon, bah du coup, voilà, ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Bah merci beaucoup pour ton court-métrage, merci beaucoup pour ces informations et je trouve, bah justement, je trouve que c'est très intéressant qu'on ait eu ce petit dialogue sur ton choix de production et que tu nous aies montré un peu comment ça se passe les festivals underground que je connaissais pas, donc je vais me renseigner. Je te souhaite une bonne soirée et puis merci beaucoup encore. Et juste pour info, le film a coûté 500 €. Voilà. D'accord, ah oui, ok. Donc on est vraiment sur des arrangements un peu partout là. Et donc pour les jeunes qui restent et qui nous écoutent, tout est possible. Oui, oui, oui. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, hein. C'est pour montrer que même avec rien, on est capable de faire des grandes choses. Merci à toi. Merci, salut. Merci beaucoup.